Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et PP, le podcast 100% foot italien, avec une nouveauté aujourd'hui puisqu'on inaugure notre chaîne YouTube. On était déjà présent sur YouTube depuis très longtemps, mais c'était simplement les podcasts avec une image fixe. Là, on a décidé d'upgrader un peu la chaîne YouTube avec de la vidéo. On sait que c'est un format qui marche beaucoup. Moi, je suis pas mal de podcasts qui fonctionnent comme ça et c'est plutôt sympa. Donc, ça va nous permettre aussi de faire d'autres formats. Vous savez qu'il y a les shorts aussi, notamment sur YouTube, qui marchent bien. On fera des petits jeux avec les YouTube Shorts. On va s'amuser un petit peu. Et ce premier podcast est évidemment avec la trilogie complète, avec Monsieur Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume. Bonjour Monsieur Van Crochet, bonjour tout le monde. J'espère que les gens seront pas trop déçus de voir les visages après tant d'années à nous écouter en podcast. Mais voilà, nous voilà. Toi, Guillaume, ils ont pu te voir dans les podcasts d'Eurosport, les podcasts vidéo d'Eurosport. Ils ont pu te voir sur RTL quand c'était retransmis aussi en live. C'est pas une grosse surprise, c'est vrai. Non, voilà, exactement, c'est ça. Peut-être une plus grosse surprise. Peut-être une plus grosse surprise, même si on l'a déjà vu sur des vidéos sur Instant Foot, tous les interviews qu'ils ont fait, que je vous conseille d'ailleurs, c'est des formats longs. On sait que dans la période de snack content, avoir des formats longs, c'est plutôt cool, et de voir qu'un média comme Instant Foot fasse aussi des médias longs, des formats longs, avec des joueurs notamment, c'est hyper intéressant. C'est Valentin Tulio d'Instant Foot. Salut Valentin. Salut Yoann, salut Guillaume, salut tout le monde. Merci pour cette belle présentation. Moi, personnellement, j'adore le paysage que j'ai en face. Merci. Écoutez, on va faire un premier petit épisode. On va essayer que ça marche techniquement déjà. On espère que ça marchera techniquement. On va faire un premier petit épisode autour du mercato, parce qu'on est en pleine Coupe du Monde. Alors nous, on a la chance, on a envoyé l'Italie au Mondial, donc ça nous occupe un petit peu. Mais dans la vraie vie, l'Italie n'est pas au Mondial. Il y a des choses intéressantes qui se passent autour de la Nazionale quand même, parce qu'on a avec l'élection de Malago comme nouveau président de la FIGC, de la Fédération italienne, il y a maintenant le choix de sur qui on va s'appuyer pour trouver un nouvel élan au niveau de la sélection. Alors, essayer d'avoir un Paolo Maldini comme directeur technique. Est-ce que lui est chaud pour ça? On verra. Quel nouveau sélectionneur, avec quelle feuille de route? Et puis, au-delà même du nom de l'entraîneur qui occupe un peu tous les esprits, moi j'aimerais surtout qu'on ait la feuille de route, parce que si on demande à un entraîneur qui veut gagner tout de suite d'avoir une vision long terme, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, on a ça au niveau de la sélection nationale, mais on a aussi le mercato qui est un peu lent globalement, pas seulement en Italie, il est lent globalement, à part la première ligue qui commence un peu à s'exciter, mais ça on a un peu l'habitude. Mais on a décidé de revenir un peu sur les gros clubs, et on va évoquer un peu les joueurs qui sont j'ai le mot en italien, les joueurs qui pourraient atterrir dans les clubs italiens, mais on va partir du besoin des clubs, parce que finalement on a des besoins qui sont quand même assez identifiés dans les clubs majeurs. Donc on va faire le Milan, la Roma, la Juve, le Napoli, l'Atalanta, l'Inter évidemment, et la Lazio principalement. On va essayer de voir quels sont les besoins. On va essayer de faire un format pas trop long pour aujourd'hui. Je vous propose de commencer par la grosse révolution. Clairement, pour l'instant, c'est à Milan, avec des dirigeants qui ont changé sans trop changer. C'est un peu la. Tu sais, Guillaume, on avait fait. Est-ce que t'étais là, Valentin, pour le podcast 100% Milan, ou j'étais qu'avec Guillaume? Non, je crois que j'étais là. T'étais là aussi avec Ruben Amorim? Ouais, Ruben Amorim, ouais. Quand on avait parlé des deux de Francfort. Exactement. Et on se disait, si c'est pas eux, ça va être d'autres. Et puis, c'est pas d'autres. Enfin, c'est d'autres, mais c'est des gens qui étaient déjà là. Donc, c'est un peu bizarre. On va pas faire un détail, mais je sais pas si vous avez remarqué un truc dont ont horreur les supporters de Milan. C'est que le Milan devienne un club comme les autres et devienne un club où on fait du trading. C'est assez insupportable parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça, le Milan. Et on a quand même une personne dont la fonction est gérer le player trading au sein du club. Et ça, je trouve que pour Cardinal, avec toute la contestation qu'il y a eu, où ils disaient arrête avec ton player trading, d'assumer le fait d'être un responsable du player trading à l'AC Milan, je trouve ça assez remarquable. Mais en tout cas, on va s'intéresser aux sportifs, les gars. Et sincèrement, il y a à recruter dans toutes les lignes à Milan. Voilà, il y a eu beaucoup de
de choses qui n'ont pas été la saison passée, la saison d'avant non plus. Il y a des retouches à faire partout. On va se concentrer sur 2 axes. Le premier, c'est le poste de numéro 9. Parce que c'est en plus assumé visiblement. Fabrizio Romano, Sky Italia, ces dernières heures, on dit il y aura un investissement massif de l'AC Milan au poste de numéro 9. Et le deuxième axe, là c'est plus un peu une supputation par rapport au système que privilégie Ruben Amorim avec une défense à 3 et des pistons. Où on se dit est-ce que les pistons actuels de l'AC Milan sont ceux dont a besoin Amorim clairement pour la saison prochaine. On va commencer par le poste de numéro 9, Guillaume. L'investissement massif annoncé, je crois que c'est Fabrizio Romano qui l'a mis en premier. Tout dépend de ce qu'on attend. Aussi, c'est toujours assez marrant ce genre de truc. Investissement massif. Alors pour moi, massif, c'est pas 40 millions d'euros. Hein. Aujourd'hui, dans le football actuel, massif, je sais pas si c'est 40 millions d'euros. 9. Surtout sur un numéro 9, parce que mine de rien, Santiago Jiménez, t'as mis quasiment 30, je crois, dessus, ou légèrement plus de 30. Même plus, c'était à 38. Hein. T'étais à 38. Ouais. Donc finalement, t'étais pas si loin que ça déjà. Tu l'avais déjà fait un massif à ce niveau-là. Mais voilà, tu as mis de l'argent sur Nkunku aussi, exactement. Mais là, a priori, Guillaume, la piste principale de l'AC Milan au poste de numéro 9, confirmée aussi par Sky Italie, c'est Gonçalo Ramos, l'attaquant portugais du Paris Saint-Germain. Exactement, c'est une sorte de super sub au PSG qui serait pas contre, je pense, en séparer non plus, parce que Gonçalo Ramos, il aimerait aussi jouer, être titulaire. Et c'est vrai que Ramos, Yoann Valentin, il est aussi portugais. Donc forcément, il y a une fibre portugaise depuis quelques années à Milan. Hein. Amorim sur le banc, avant il y a eu Fonseca contre Sao. Il y a Leao aussi, on verra bien s'il reste ou non. Mais c'est vrai que Ramos, en tout cas, tu parlais d'investissement massif, Yoann, 50 millions d'euros par Fabrizio Romano, c'est beaucoup pour un joueur qui n'est pas titulaire dans son club. Et c'est vrai que ce rôle du numéro 9 à Milan, il manque depuis des années. C'est une case qui est vide, que Milan a tenté de remplir, mais ça n'a jamais marché. Je rappelle que le seul qui a un peu marché quand même, Guillaume, c'est Giroud qui a fait son taf. On n'était pas sur le niveau qu'on avait connu. Enfin, le niveau. C'est difficile pour Giroud, mais ça a été un très bon attaquant. Mais il arrive à un moment de sa carrière où ça a marché globalement, mais c'est pas Sheva, c'est pas Filippo Inzaghi, c'est pas Zlatan. Et je compare pas les carrières, c'est simplement l'impact à l'AC Milan. Disons que ça en a marché par rapport. Excuse-moi, Guillaume. Vas-y, Valentin. Non, vas-y, Valentin. Je disais que ça marchait surtout par rapport à ce qu'on en attendait de lui. Parce que si c'était un joueur comme Santiago Jiménez qui arrive pour 40 millions, je suis pas sûr qu'on aurait eu le même avis sur en tout cas les stats d'Olivier Giroud que quand c'est Olivier Giroud qui arrive. Je trouve que c'est aussi quelque chose qu'il faut remettre dans son contexte. Mais Giroud a été très très bon. Il gagne un titre, il est décisif, il marque les 2 buts à Sassuolo lors du match pour le Scudetto en 2020-2022. Donc c'est vrai que Giroud, pour le coup, lui, au moins a brisé la malédiction numéro 9 pendant ses saisons à Milan. Mais le dernier numéro 9 à marquer plus de 20 buts, c'est Zlatan quand il a signé en 2010-2011. Donc et avant, il faut remonter à Shevchenko. Donc c'est Milan, contrairement à l'Inter, par exemple avec Lautaro, manque d'un numéro 9 à plus de 20 buts depuis plus d'une décennie. Et le trouver, moi honnêtement, c'est vrai que le coup Santiago Jiménez à l'époque, pourquoi pas, tu le suivais, toi, Yoann, à Feyenoord, il marquait beaucoup, il était très bon. Et c'est vrai que dans ce collectif-là, dans ce contexte-là, ça n'a pas pris, il s'est blessé cette saison. Mais voilà, le rôle du numéro 9 aujourd'hui à Milan, c'est vraiment une urgence depuis non seulement le départ de Giroud, et plus globalement, si on prend un peu de hauteur, depuis, on va dire, Zlatan dans les années 2010. Donc, est-ce que Ramos peut cocher cette case? Oui, parce que c'est un vrai numéro 9 de surface qui marque, qui est toujours décisif quand il le faut. Après, quand il entre beaucoup, même sur l'investissement. J'ai un doute, 50 millions d'euros. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ça me paraît beaucoup. Voilà, c'est juste le prix, moi, qui me fait un peu tiquer. J'ai quelques doutes, on va dire, sur l'investissement pour Ramos. Valentin. Bon, moi, je suis d'accord avec Guillaume. Ça reste un attaquant jeune, il a 25 ans. Si je ne me trompe pas, de base, il a plus été formé en sorte de numéro 10, numéro 9,5. Et par la suite, il a fait une grosse saison à Benfica au poste du numéro 9, vraiment en attaquant de pointe. Et c'est là où il a été transféré au PSG, qui, à ce moment-là, cherchait un numéro 9. Mais finalement, c'est un joueur qui n'a jamais trouvé ses marques. Même quand il a eu du temps de jeu en démarrant titulaire, c'était pas ça. Alors, pour le coup, c'est un superbe impact player quand il rentre. Mais je pense qu'aussi qu'il y a une facilité à rentrer dans un match quand tu es attaquant du PSG.
et de terminer les actions. Là, à Milan, je pense que ce sera pas le même. Ce sera sûrement pas le même jeu autour, ce sera pas les mêmes individualités autour. Donc moi, pareil, le prix me fait un peu peur, d'autant plus qu'à chaque fois à Milan, on nous parle d'une somme massive sur un numéro 9, et finalement, quand on reprend tout depuis même quelques années, depuis même Piatek, c'était l'attaquant du Genoa, maintenant c'est l'attaquant du Feyenoord qui est arrivé, c'était l'attaquant remplaçant de Chelsea avec Nkunku, là c'est l'attaquant remplaçant du PSG. Il n'y a vraiment pas de certitude autour d'un poste qui devrait en avoir. Et tu l'as très bien dit avec Lautaro Martinez à l'Inter où ça marche bien. Il avait suivi le cas de Mauro Icardi qui marchait bien. Et elle est là la grande différence, notamment entre ces deux clubs. Marcus Thuram aussi, on peut le rajouter. Aussi. Il n'y a pas d'autres pistes principales évoquées dans les médias italiens, Guillaume, pour le moment? Écoute, on est vraiment sur, tu l'as dit, on enregistre, on est le vendredi 26 juin. C'est vrai que hier soir, on sait qu'en Italie, les infos mercato, elles sortent le soir tard. Et c'est vrai que Ramos, c'est le nom très très chaud du côté du Milan. On parle déjà de contact en cours avec Jorge Mendes, son agent. C'est une piste qui peut cocher beaucoup de cases parce qu'encore une fois, Ramos c'est un remplaçant de luxe, on va dire, au PSG. Lui, probablement, il veut plus jouer. Milan, certes, ne joue pas avec des champions, mais peut lui offrir du temps de jeu. Après, Valentin l'a rappelé, Nkunku, alors pour le coup, Nkunku devrait rester, même s'il a un profil évidemment, on va dire, pas de vrai numéro 9, mais plus de complément de deuxième attaquant. Mais il avait été quand même recruté, Nkunku, pour quasiment 40 millions d'euros. Donc là aussi, c'est un investissement massif. Mais en tout cas, oui, pour l'instant, Ramos, on va dire, c'est vraiment la priorité et le nom le plus chaud à Milan. Peut-être qu'on aura des surprises, on le sait sur le mercato, ça va très vite. Mais en tout cas, pour l'instant, oui, à l'instant T, vraiment, Ramos, ça reste la piste la plus chaude côté Milan. Sur les joueurs de côté, dans la ligne de 4, a priori, de Ruben Amorim, ça a été un problème la saison passée quand même globalement. C'est pas que la saison passée, ça fait quand même... Déjà, la dernière saison de Théo Hernandez avait été un peu compliquée. Ça fait quand même un petit moment qu'il y a des soucis. Calabria était à un niveau quand même assez limité. On a eu Emerson Royal. On a eu Selmakers dans une défense à 3 aussi. Donc là, pour l'instant, les options principales, c'est Stupinian et Bartezaghi côté gauche, et même que la saison passée, finalement. Et à droite, on a Selmakers et Atekame. Qui reste, Moussa, s'il resterait. Moi, Atekame, j'aime bien. Est-ce que pour le moment titulaire, ça me paraît trop compliqué? Selmakers, moi, je le préfère un cran plus haut. J'ai du mal quand il part vraiment de trop loin, parce que je pense que le côté un peu dribble déroutant, et parfois il s'y perd un peu lui-même, même dans ses dribbles et tout, je pense que ça le déstabilise lui, mais aussi les adversaires finalement quand il est plus haut sur le terrain, de parfois perdre un peu le contrôle de son dribble et de le récupérer un peu comme il peut. Et je trouve qu'il est plus intéressant haut sur le terrain. Limite, tu me dirais, dans un 4-3-3, tu mets Selmakers ailier, ça me choquerait pas tant que ça finalement. C'est le poste où il joue avant. Hein. Bah c'est ça. Et moi je l'aime moins un cran plus bas. Estupinian, ça a été très difficile la saison passée. Dans un football un peu différent, pas à la Max Allegri, ça peut aussi avoir un effet différent. On sait qu'avec De Zerbi, il a quand même très bien marché à Brighton. Ouais, tu peux pas non plus passer de je marche bien en première ligue à je deviens complètement nul et je suis le Emerson Royal. Non, à Brighton, il joue à 4. Il joue à 4, ouais. De Zerbi joue à 4, ouais. Donc ça change un peu aussi. Donc on verra, mais ouais, j'imagine qu'il y a quand même un investissement à faire des deux côtés, je sais pas, mais à droite, ça me paraît quand même assez important d'avoir un joueur qui a plus de... En fait, il faudrait un joueur qui soit plus structuré physiquement déjà, parce que Selmakers, il est quand même petit aussi. Et sur ces postes-là, c'est quand même plus trop ce vers quoi tend ce poste-là, finalement. On a quand même maintenant des bombes sur les côtés. On a des joueurs... Dumfries, par exemple. Typiquement, oui, mais tu te souviens déjà le Gossens de l'Atalanta, c'est des Golgoth, les mecs. Et ils marquent, ils sont décisifs. C'est les Makers encore cette année, c'est un peu tendre. C'est pour ça que je le préfère parce que je préfère à la passe plutôt qu'à la réalisation, parce que la réalisation, c'est vraiment pas génial. Ouais. Mais je trouve que le côté déroutant sur le côté avant de centrer ou de repiquer, de combiner à deux, prendre l'espace derrière le dos de l'attaquant sur un 1-2, ça matche mieux que je pars de la ligne médiane et je dois faire la différence tout seul, quoi. Le vrai truc, c'est on a quand même pas mal de trous. Je sais pas si c'est de trous, mais de postes où il faut du changement.
ça nécessite un gros budget, mercato, pour ça. Tu peux toujours aussi vendre des joueurs et récupérer de l'argent. On sait que Leao, bon, ça paraît compliqué maintenant. Il temps que ça se termine, pour lui comme pour voilà, même un Pulisic, même si Ruben Amorim peut lui offrir de nouvelles garanties et un autre système de jeu, et surtout de ne pas jouer en faux numéro 9, ou en numéro 9 ou en 9,5, pardon. Peut-être que ça peut le motiver. Je sais que Gasperini le voudrait beaucoup à la Roma, Pulisic. Ça correspondrait totalement à ce qu'il aime. Donc tu peux réussir à vendre quelques joueurs et récupérer de l'argent. Malgré tout, si tu penses qu'il faut au moins un défenseur central, et on serait presque à penser qu'il en faudrait 2, un joueur de côté, au milieu de terrain, tu es quand même plutôt bien armé, c'est là où tu as le plus de joueurs, il serait peut-être temps de faire confiance un peu à Yachari et à Samuel Ricci. Après, devant, il te faut un numéro 9, il te faut aussi au moins 1 ou 2 ailiers. Mine de rien, tu arrives sur un gros budget, mais je trouve que c'est, comme toujours quand il y a une reconstruction dans un club, je trouve ça hyper passionnant. Parce que nouvel entraîneur, donc tu sais pas toujours où ça va. T'as un peu hâte de voir ce que ça va donner, quels vont être les choix de joueurs pour son système, quel va être le système utilisé, quelles vont être les consignes aussi données aux joueurs. Tout ça est assez intéressant finalement. On va s'arrêter là pour Milan parce qu'on a quand même d'autres clubs et on va essayer de faire pas trop long. On va passer chez le voisin et rival, l'Inter. On parlait des pistons à Milan, à l'AC Milan. On va passer au piston droit à l'Inter avec Guillaume, le petit enfumage de Marco Palestra à l'Inter. Mais tu sais quoi, Guillaume? Ok, ils se sont fait devancer et tout. Quand je vois le montant transfert et l'alliage salaire, non, ça ne va pas lutter non, et puis sincèrement, ok, on est tous les trois, on est d'accord que Palestra nous plaît. Footballistiquement, c'est un joueur qui est intéressant. On parlait de joueurs structurés physiquement pour jouer sur le côté. Lui, il a l'explosivité, il a le gabarit, il a la vitesse qui est assez dingue et il a plutôt des bons pieds. Donc ça, ok. On est dans une économie quand même en Italie où dépenser 55 millions d'euros et je crois qu'il va être à 6 millions à Chelsea, il me semble avoir vu ça. 5 j'ai vu, ouais. Sur un contrat de 7 ans, 6 ans plus 1. C'est... Et surtout, si je dis pas de bêtises, il était à 300 000 euros de base de salaire. Bah oui, parce c'était un espoir prêté à Cagliari, tu vois. Donc le gap, c'est plus de... Non, mais ça, c'est le tarif Chelsea. Ouais. Chelsea, ils voient un jeune qui est bon pendant une saison, maintenant ils alignent 60 millions, donc c'est un autre délire. Dumfries part au Real, et là, pour le coup, tu as zéro alternative crédible. 25 millions. Désolé pour Luis Enrique, mais tu as zéro alternative crédible à ce poste-là. Il te faut un joueur majeur qui t'apporte défensivement, mais aussi offensivement, et c'était le cas de Dumfries. Guillaume, c'est un sacré chantier, parce que quand tu as tout misé sur Palestra et qu'il te passe sous le nez, maintenant, faut aller chercher ailleurs. Il y a des autres noms comme Todo de la Fiorentina qui circulent un peu dans ce profil-là, mais c'est sûr que Palestra, honnêtement, il pensait l'avoir bouclé. Mais c'est tellement symptomatique aussi du football italien aujourd'hui. C'est que demain, tu as un club de première ligue qui se réveille et qui se dit moi, je veux Marco Palestra. Ils arrivent, ils toquent, ils mettent 50 plaques et c'est fini. Et le football italien aujourd'hui ne peut pas rivaliser. On parle quand même de l'Inter qui a fait 2 finales de ces dernières années, qui est champion en titre, qui est un club qui bosse plutôt bien, avec Octri maintenant qui a sa tête. Et c'est symptomatique aujourd'hui du gap, de l'écart qu'il y a entre le football italien et le football anglais. On le savait. Mais ça fait mal de voir qu'un club comme l'Inter, aujourd'hui, se fait devancer du jour au lendemain par un club de première ligue qui a un projet probablement technique moins cohérent. Mais c'est vrai que Xabi Alonso a appelé Palestra, il s'est laissé convaincre. Et les sommes, comme tu le disais, Johan, on ne peut pas rivaliser, c'est pas possible. À ce prix-là, mais même, déjà 50, c'était beaucoup. Hein. Même si tu as les moyens, est-ce que tu mets vraiment 55 millions sur Palestra aujourd'hui? 50 millions, c'était beaucoup. C'était beaucoup, mais il a quand même une saison, ce garçon. Elle est bonne, la saison, hein. Mais il a une saison quand même. Hein. Et c'est une saison à Cagliari. Donc attendons de voir aussi le. Non, dans une équipe proactive où tu dois faire le jeu, et j'attends de voir aussi parce que la transition, on sait qu'il la gère, il la gère très bien. Mais moi, j'ai envie de voir sur un jeu de position avec Xabi Alonso. Je dis, il en est capable, hein, mais on l'a pas vu encore. Non, mais c'est sûr que c'est une énorme somme. L'espoir de l'Inter le disait aussi, mais. Voilà, ils étaient prêts à les aligner et ils voulaient miser aussi sur un genre d'avenir, sur un Italien. On sait qu'à l'Inter, le bloc italien est important aussi, pour le côté un peu identitaire, le côté, on sait où on arrive, le grand club qu'est l'Inter. Et moi, j'ai été vraiment déçu parce que, évidemment, je comprends le joueur.
On peut que le comprendre, mais j'aurais bien aimé qu'il reste déjà parce que c'est un profil qu'on aime tous. J'aurais aimé le voir signer à l'Inter, mais ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, on a vraiment le champion d'Italie qui peut pas rivaliser. Oui, non, mais ça, t'as tout à fait raison. Et maintenant, il faut l'accepter que c'est comme ça dans le championnat italien. Mais est-ce que, pour faire une comparaison, est-ce que Palestra aujourd'hui te donne plus? Parce qu'il y a un mec qu'on a totalement oublié, qui avait fait une saison du niveau de Palestra, Bellanova. Bellanova au Torino. Regardez, il est structuré physiquement, il va vite, il est décisif. C'était aussi en jouant en transition. Il a encore du mal à passer le cap à l'Atalanta. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Bellanova est un titulaire de l'Atalanta. On ne peut pas dire que c'est un joueur majeur de l'Atalanta. On ne peut pas dire que c'est un des joueurs qui nous émerveille le plus à l'Atalanta. Et le risque de prendre Palestra à 50 millions d'euros avec l'exemple Bellanova que je viens de donner, qui était un peu sur la même position et avec le combo aspect physique, technique un peu identique. Je vois pas si je suis pas sûr que ce soit un problème pour l'Inter, sincèrement. Enfin, 50 millions d'euros, c'est trop, quoi. Même s'il n'y avait pas eu Chelsea qui venait, si on avait dû débriefer le transfert à 50 millions de Palestra, est-ce qu'on n'aurait pas été tous d'accord pour dire que le montant, il est exagéré? Si. Évidemment. Si. C'est limite un mal pour un bien pour l'Inter. Alors peut-être que Palestra va faire une saison incroyable et dans un an, on se dira c'est un des meilleurs joueurs de première ligue et à son poste et dommage pour l'Inter. Mais du coup, il faut aller chercher ailleurs. Ils ont sondé Wesley, mais Gasperini, il a dit sort de question. Sachant que Dodo est un peu aussi dans les petits papiers de Gasperini, parce que maintenant qu'on a vu à Rome que Wesley pouvait jouer à gauche et plutôt bien jouer à gauche, on s'est dit c'est à gauche qu'on doit intervenir ou c'est plutôt à droite sur le poste de piston pour Gasperini. Il y a un peu le doute parce que si Wesley avait été à droite, on aurait dit c'est clairement à gauche. Angelino, c'est compliqué, et Tsimikas, il a pas été bon. Là maintenant, si tu dis que le titulaire c'est Wesley à gauche, c'est à droite qu'il faut recruter à la Roma, et donc dans ce cas-là, Dodo est aussi évoqué à Rome. On parlait d'un joueur à Fluminense, et je crois aussi hier j'ai vu chez Di Marzio. Il faudra recruter, il faudra être inventif, il faudra pas se tromper parce que Luis Enrique a beaucoup dépensé pour lui, ça n'a pas été une franche réussite pour sa première saison. Et Dumfries, là où il avait les connaissances de ce système de jeu-là, du haut niveau, c'est pas sûr que tu récupères le même type de joueur. Donc ça va être intéressant. Et du côté de l'Inter, Guillaume, est-ce qu'on a d'autres postes où il y a quelque chose de fondamental qui peut peut-être un défenseur central, vu que De Vrij va partir, Acerbi aussi. Je pense qu'ils interviendront aussi en défense centrale. On a vu qu'ils faisaient Nico Pass. Donc dans leur idée, peut-être qu'ils voulaient un élément offensif, mais Nico Pass, selon les dernières infos, encore une fois, on enregistre le 26 juin en fin d'après-midi, donc peut-être que demain l'info sera fausse. Mais en tout cas, Nico Pass, c'est une surprise, le fait qu'il retourne à Côme pour 60 millions avec Recompra pour le Real l'année prochaine à 80. Mais visiblement, l'Inter aussi voulait un élément un peu offensif. Pourquoi pas dans l'idée de Kivu, peut-être qu'il y aura un changement de système, parce que Nico Pass, dans l'idée, c'était peut-être dans un 3-4-1-2 ou en deuxième attaquant, mais j'ai du mal à l'imaginer. Mais je pense que Kivu, tactiquement, après une saison où il a, on va dire, construit sur les bases de Simone Inzaghi en apportant ses retouches, je pense que là, il songe quand même à quelques changements, on va dire, dans la structure de l'équipe. 4-2-3 aussi, ça pourrait. Ou 4-2-3-1, bien sûr, une défense à 4. Il y avait pensé l'été dernier avant de revenir un peu sur ses pas. Mais voilà, peut-être qu'en fonction du changement tactique, il y aura peut-être d'autres postes qui seront visés. Mais en tout cas, les deux priorités pour moi, c'est évidemment le piston droit, parce que Dumfries, avec sa clause, 25 millions les gars pour Dumfries, c'est, je vais pas être vulgaire, mais c'est dommage, on va dire, parce que 25 millions, c'est quand même peu pour un joueur comme Dumfries. Mais par contre, j'ai hâte de voir Dumfries au Real quand même. J'ai pas énormément de certitude. Et en plus, il sera pas piston. C'est ça. Le Real jouera pas. Sauf si Mourinho nous réserve le côté on passe à 3. C'est pas impossible aussi. Ouais. Il y a Alexander Arnold aussi sur le côté là, mais moi aussi je sais que le vendre. En tout cas, voilà, priorité pour l'Inter, piston droit absolument parce qu'il faut le remplacer. Il y a un trou énorme, et défenseur central parce que c'est vieillissant. Il y a un bloc qui est vieillissant aussi, et apporter quelques retouches aussi en défense. Il y a un nom qui se dégage au-dessus de la mêlée, c'est celui de Marcelette de l'Udinese. Mais attention, l'Atlético est très intéressé par son profil, défenseur français. Là aussi,
Il va falloir que l'Inter accélère parce qu'on n'est pas à l'abri de la fameuse BEF, hein, comme Marco Palestra. Donc c'est vraiment le nom aussi qui ressort en défense solette. Valentin, on va passer à la Juve. Juve, quand on a préparé l'émission rapidement, moi j'avais mis, il y a le poste de gardien, qui paraît très très important quand même. Et toi, tu avais noté le numéro 9 aussi, où clairement, la saison dernière, Vlahovic, on n'en veut plus, bah finalement on en veut, puis on vient prolonger, ah bah non, il prolongera pas, ah bah si, en fait il va prolonger, ah bah non, il prolonge pas finalement. Très très bizarre aussi autour de Vlahovic, où Jonathan David a eu beaucoup de difficultés, où Loïs Openda s'est pas installé non plus. Et où le problème, vivant. Le problème, c'est que là, pour le coup, c'est le même entraîneur. Donc, Spalletti a déjà une idée de Jonathan David et de Loïs Openda, que tu vas avoir du mal à vendre aussi sur le marché des transferts, si tel est ton souhait en tout cas. Donc, toi, tu voudrais un numéro 9 à la Juve. Bah, moi, je voudrais un numéro 9 parce que j'ai pas compris comment une telle armada offensive sur le papier pouvait aussi peu marcher. En ce moment, ça parle pas mal du retour encore de Kolo Muani. C'est vrai que son prêt avait été plutôt bon et depuis, il y a souvent cette rumeur qui circule et qui revient. À voir forcément le prix, à voir si lui sur une marque de confiance, en tout cas en partant la saison avec lui au poste de titulaire et non en impact player un peu qui arrive sur 6 mois comme l'a fait un peu Malen, qui arrive, même si c'était pas le même nombre de buts bien sûr, mais qui arrive un peu dans un renouveau et qui lui apporte un vent de fraîcheur. Est-ce que dans une position de naturel titulaire établi, il peut y arriver? Je sais pas, mais je pense que dans tous les cas, ça ne pourra pas être pire que ce qu'il y a déjà à la Juve, d'autant plus que visiblement Vlahovic va partir et donc que tu te retrouves avec deux seules solutions qui sont Loïs Openda et Jonathan David, qui ça a vraiment pas marché. Donc malgré notamment l'option d'achat obligatoire qui a eu lieu sur Openda, je serais pas surpris qu'il s'en aille, même si ça sera moins cher, parce que je pense que la Juve va foncer sur Kolo Muani et vu le rendement qu'il avait déjà su afficher, au moins ça reste une sorte de mini garantie. Donc je pense que c'est un transfert qui peut correspondre à tout le monde. Et puis en plus, il y a un truc, c'est que Kolo Muani et Openda ont un peu des similarités dans le jeu. Joueur qui prend les espaces, assez mobile. Est-ce que tu prends deux joueurs identiques en termes de profil? C'est-à-dire, en gros, est-ce que tu prends Kolo Muani en ayant déjà Openda? Moi, c'est ce que je te disais. Je pense que ça me paraît compliqué quand même. Hein. C'est Loïs Openda qui doit partir. Jonathan David, tu l'as eu gratuitement. C'est peut-être celui des deux qui a le mieux marché. Mais t'es obligé. Et puis pas le même profil pour le coup. Voilà. Un peu meilleur dans le jeu. Tu as la faculté aussi, si jamais, de mettre Kolo Muani sur une aile, chose qu'il a déjà fait, que ce soit en équipe de France ou même en Allemagne. Donc voilà, tu as un joueur qui peut t'apporter plusieurs facettes, qui a déjà une petite histoire avec la Juve, qui avait bien marché. J'ai l'impression que le joueur a aussi cette volonté de venir. Donc, je pense que ce serait vraiment un transfert kiff-kiff, mais à la condition de réussir à vendre Openda. Et c'est peut-être ça le plus compliqué dans cette histoire. Guillaume, poste de gardien à la Juve. Ça a été très compliqué pour Di Gregorio la saison passée. Très, très difficile. Ça peut être un axe aussi du recrutement de la Juve cet été. Est-ce qu'en Italie, on a des joueurs évoqués, des gardiens évoqués? On a vu que, par exemple, l'Inter prend Provedel en numéro 2 de Martinez à Zomer passe 3 du coup alors, Johan, à l'Inter. Ouais. Je pense qu'il va pas rester du coup. Ouais. En réalité, c'est pas possible. Tu vas passer de gardien titulaire de l'Inter et avec un salaire quand même qui est assez conséquent aussi. Je pense que Sommer, tu peux soit retour Bundesliga, soit peut-être comme beaucoup pige en Suisse pour boucler la boucle et ça peut être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, la Juve et les gardiens coûtent très cher. Il y avait Alisson. C'était, disons qu'au tout début, on n'était même pas au tout début de l'été, mais à la fin de la saison, c'était clair, le choix numéro 1 de la Juve, c'était Alisson. Spalletti, il le connaît, il voulait Alisson. Liverpool a dit non merci. Quelles sont les options derrière?
Écoute, on rappelle aussi que la Juve va changer de dirigeant, hein, mine de rien. Damien Comolli est parti et Carneval est arrivé en administrateur délégué. Donc c'est quand même aussi un gros changement parce que tu récupères des dossiers, tu changes de piste. Voilà, ça reste un changement assez important dans l'organigramme de la Juve et aussi pour le mercato par conséquence, parce que Carneval et Sassuolo étaient très actifs sur le marché des transferts. Les autres noms, Johan, il y a ceux de Guglielmo Vicario de Tottenham qui revient assez avec insistance ces dernières heures. T'as celui évidemment du Dibu Martinez qui est actuellement à la colonne avec l'Argentine. Là encore, le problème c'est pas tant le joueur parce qu'il a un bon de sortie. Villa l'avait promu la saison dernière, enfin l'été dernier plutôt, en lui disant voilà, fais encore une saison avec nous. Ils ont gagné l'Europa League et puis voilà, il a ce bon de sortie là. Le problème c'est que Villa réclame une dizaine de millions d'euros pour lui. Et une dizaine de millions, c'est pas rien quand même quand on est la Juve et aujourd'hui qui va faire l'Europa League, va pas faire avec des champions. Donc au niveau de l'argent que tu dépenses, tu dois faire attention. Mais voilà, on va dire qu'il y a une espèce de duel Martinez-Vicario. Il y a aussi le nom de Oblak de l'Atlético, mais là c'est une piste quand même assez compliquée, mine de rien. Et il faut pas oublier que la Juve, quand même, qu'est-ce que tu fais avec Di Gregorio et Perin? Est-ce que tu les gardes? Est-ce que Di Gregorio tu le vends? Faut rappeler Di Gregorio, il est arrivé pour une vingtaine de millions d'euros de monte, ça. Saison très compliquée l'année dernière, c'est vrai, vraiment manque de confiance. Il a fait beaucoup d'erreurs. Ouais, beaucoup d'erreurs. Perin a même pris la place. Mais c'est sûr que si l'idée de la Juve, en tout cas, c'est de changer son gardien. Ça, c'est sûr. Après, est-ce que du coup, Di Gregorio, tu le gardes, tu le vends? Parce que si tu le gardes et que tu le mets en numéro 2, tu plombes complètement sa confiance. En tout cas, voilà, l'idée, c'est les noms sont ceux-là, c'est ceux qu'on a cités. Et en plus, Perin est très important dans le vestiaire turino aussi. Ouais. Donc c'est difficile de le reléguer troisième. Il a aussi cette habitude d'être numéro 2. Ouais. Et numéro un bis fiable. Ouais, c'est presque un bis que 2 parce que Perin il joue toujours sa dizaine ou sa quinzaine de matchs par saison, un minimum. Hein. Donc même quand il y a des gardiens de plus haut niveau avec lui. On va essayer d'accélérer un peu. Je sais pas si on fera tous les clubs qu'on avait dit parce que le temps va nous manquer. On peut faire au moins le Napoli et la Roma déjà. La Roma, de quoi la Roma a besoin? Quand on regarde un peu comme ça, bah forcément d'un piston. Donc si Wesley est à droite, c'est à gauche qu'il faut. Si Wesley est à gauche, c'est à droite qu'il faut, clairement. Parce que Angelino Tsimikas d'un côté, c'est compliqué. Et de l'autre côté, faire la Ligue des Champions avec Celik, piston droit, je suis pas un immense fan non plus. Ouais, c'est dur. Même si, ok, il a progressé. Celik a progressé. Mais pour moi, c'est plus 12e homme couteau suisse, quoi. Tu peux jouer. Match, hein, c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Tu peux jouer un peu piston droit, tu peux jouer un peu troisième défenseur central à droite. C'est plus comme ça que on pourrait le voir à la Roma. Et puis il y a au milieu de terrain, ça dépendra c'est toujours pareil, ça dépend de qui sort aussi hein, dans ce qu'on évoque là. Si Manu Koné reste au milieu de terrain, tu peux rester à peu près pareil, même si moi j'aimerais un milieu de terrain un peu à la Koné, mais avec plus le sens du but. Mais surtout derrière l'attaquant. Donc El Shaarawy est parti, qui était une solution de remplaçant, mais qui était quand même assez viable. Guillaume, le joueur qui pourrait être sacrifié sur le mercato par la Roma, c'est pas Ndika enfin ça pourrait, mais globalement Gasperini veut garder Ndika, veut garder Svilar, veut garder Koné. Une fois que tu as dit ça, il faut trouver quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, ça serait Mathias Soulé. Vous savez que moi je l'adore, je reste un peu sur ma faim sur ses premières saisons à la Roma, mais je continue de trouver que c'est un joueur beau, élégant et avec une bonne mentalité. Si Mathias Soulé s'en va de la Roma, clairement tu auras besoin d'un joueur très fort derrière Malen, parce que pas certain quand même que Malen il fasse un but par match en moyenne quasiment comme il l'a fait sur les 6 mois à la Roma. Dybala prend encore un an de plus s'il reste, c'est pas encore fait, mais s'il reste c'est encore un an de plus, donc des blessures aussi. Donc il va te falloir un gros investissement à la Roma, et il y a clairement un nom qui revient, mon cher Guillaume. Mason Greenwood, évidemment, c'est le feuilleton en Italie. Je sais que les supporters de l'OM sur X commentent toujours mes posts tous les matins, mais la presse italienne, honnêtement, en plus, moi j'ai une plateforme où je tape un nom et j'ai le nom dans tous les journaux. Donc je vois les articles, et Greenwood, je peux vous assurer, et encore je rapporte pas tous les articles, mais un article par jour dans chaque média quasiment sur Mason Greenwood, notamment dans les médias romains, le Messaggero, le Tempo. Mais c'est sûr que oui, Greenwood c'est la priorité de la Roma. Alors on va faire un récap très rapide. Mason Greenwood a un accord avec la Roma, un accord de principe
pour on va dire un salaire environ de 5 millions d'euros. Mason Greenwood veut venir à la Roma. Gasperini l'a contacté, lui et son père qui est agent. L'avocat de Mason Greenwood a un rôle très important dans ce dossier. Maintenant, il y a un élément et pas des moindres à résoudre, c'est trouver un accord avec l'OM. On sait que l'OM est en difficulté financière, un peu comme la Roma, mais de manière un peu plus compliquée et dramatique même, on pourrait dire. L'OM doit vendre et tous les joueurs à l'OM sont à vendre. Le prix fixé, c'est au moins 50 millions d'euros. Donc ça reste quand même une somme importante parce qu'on rappelle aussi que Manchester United a 40% sur ce transfert. Et 50 millions d'euros, ça ferait de lui le joueur le plus cher de l'histoire de la Roma. Hein. Oui, exactement. Les autres clubs intéressés, l'Atlético Madrid et Fenerbahçe, on sait qu'en Première Ligue, Mason Greenwood, avec son passé judiciaire, il n'y retournera pas. La Roma est plutôt optimiste sur ce dossier quand même, qui va durer, ça ne se finira pas avant le 30 juin, parce que le 30 juin, c'est quasiment demain. Mais oui, Greenwood est vraiment la priorité de la Roma, de Gasperini, de Tony D'Amico, le directeur sportif. Et maintenant, voilà, on attend la première offre officielle de la Roma à l'OM parce que, voilà, on peut le dire, selon nos informations, il n'y a pas eu encore d'offre concrète de la Roma à l'OM. Donc, c'est le prochain step, on va dire. Et la Roma espère boucler à 40 plus 5. Moi, je pense que l'OM, quand même, va tenir le bon bout et va vouloir minimum ces 50 millions. À voir avec les bonus et autres, mais voilà un peu le récap de la situation, Yoann. Petit pari, si Greenwood va à la Roma, au bout de combien de minutes lors du premier match, Gasperini l'incendie pour son replacement tactique? J'allais en parler. Quand on voit le type de joueur, c'est fou de se dire que c'est la priorité de Gasperini. Après, avoir les échanges qu'ils ont eus, mais moi je pense qu'il fait pas une mi-temps. Je pense qu'il a fait des herbes, Gasperini, non? Il a dû passer un petit coup de fil en lui disant, écoute, comment il est à l'entraînement, son caractère. On sait que voilà, Greenwood, c'est vrai qu'il a un caractère particulier à l'entraînement. Parfois, il arrive un peu en claquette. Voilà, il a un caractère. Ça correspond pas trop avec les séances d'entraînement de Gasperini et l'intensité qu'il demande aux entraînements. Hein. Ah bah, moi, sur ce côté-là, j'ai clairement des doutes. Hein. Quand tu vois son parcours à l'OM et qui, ok, ça a été le meilleur joueur de l'OM sans doute, décisif, il y a pas de souci. Là, tu passes un autre palier. T'as envie de le voir en Ligue des Champions à un très haut niveau et t'as envie de le voir avec un entraîneur qui veut que les entraînements soient de la même intensité que des matchs de Ligue des Champions. Mais vous savez que même au-delà de ça, je trouve que même dans l'attitude du joueur hors sport, vraiment sur ce qu'il dégage, je trouve qu'il n'a pas du tout l'image du joueur qui va bien avec la Roma, où on sent beaucoup d'émotion chez les joueurs. Tu vois, je pense notamment à El Shaarawy ou l'arrivée de Dybala. Greenwood, c'est vraiment un joueur assez létal, froid, il n'a pas d'émotion parlante. Et ça peut être pas mal. Hein. Mais moi, c'est un mariage où j'ai un peu peur. Parce que j'ai peur que s'il ne fasse pas les efforts défensifs, qu'il ne montre rien sur le terrain, il y a un espèce de désamour des supporters envers lui, d'autant plus qu'il a son passé qu'on connaît et qui peut faire peur a priori. Et j'ai peur que tout ça mélangé, en fait, ça fasse un joueur qui va pas avec le cadre du club. Il y a d'autres options, Guillaume? Alors, il y a les noms de Summerville qui reviennent. Moi, je peux t'assurer de ce que je sais. Alors, c'est un nom, c'est pas une surprise, hein, il est déjà sorti, mais de ce que je sais, c'est que, alors c'est une piste très compliquée, mais Nusa, c'est un profil qui plaît vraiment beaucoup à la Roma. Mais là encore, c'est compliqué. Voilà, c'est un peu les noms qui reviennent devant, mais que quand tu lis la presse italienne et même de ce qui ressort à la Roma, c'est que vraiment la priorité, c'est Greenwood. Bon, pour que Gasperini décroche son téléphone et le contact. Grosso modo, on a compris un peu les qualités que devait avoir le joueur pour Gasperini. C'est gros volume d'accélération, de dribble, de 1 contre 1 à gagner, et côté buteur aussi dans la surface, quoi. Et tu sais, Johan Summerville, en plus, avec la cote qu'il prend là au mondial, c'est toujours pareil. Hein. T'as le club anglais qui va arriver et c'est trop tard, quoi. Il fallait le prendre avant la Coupe du Monde, quoi, en réalité. C'est toujours le danger des Coupes du Monde, ouais. C'est une vitrine énorme. Alors, soit tu te relances et ça te permet aux joueurs, c'est ce qu'espère par exemple Milan avec Leao, qui fasse une bonne Coupe du Monde pour soit bien le vendre, soit bien le récupérer. C'est vrai que Summerville aujourd'hui, voilà, il y a quand même une belle cote sur le marché et le fait qu'il fasse une belle Coupe du Monde, ça. Et puis en plus, pour aller chercher des mecs en Angleterre qui sont pas des mecs vieillissants, mais des mecs qui sont dans la force de l'âge, qui même sont parfois un peu jeunes, quoi, qui ont entre 21 et 25 ans, pour les sortir de la Première Ligue.
avec les salaires qu'ils ont physique, partout, t'as y pas compris dit. chez le 15e de Première Ligue, c'est tout de suite un peu difficile, quoi. Après, Ouais, il y a le nom de le seul Pulisic avantage, aussi, si je je dis pas de bêtises, c'est que West Ham est descendu. Ouais. Peut-être que ça peut faire un peu peser la balance, mais ça risque d'être compliqué quand même. Quand tu vois ce qu'ils demandent pour le milieu de terrain brésilien à United et à Tottenham, Ouais. Mais même nous, ça risque d'être compliqué quand on voit les offres que refuse Leipzig pour Yad Diomandé. Je pense que puis est-ce qu'ils perdent les deux ailiers la même saison? non, je suis pas persuadé. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Donc, tiens, si vous étiez directeur sportif de la Roma, Mathias Soulé, Ndika, Koné, Villar, et que vous deviez en sacrifier un. Moi, j'aurais peut-être dit Ndika parce que j'aime beaucoup Manu J'étais Koné. sûr que tu dirais Ndika. Ouais, je suis d'accord sur le côté Manu Koné, phase de réalisation à améliorer, mais moi j'aime beaucoup le joueur. Mathias Soulé, il a ce côté vraiment moi qui me charme. Donc là comme ça, je te dirais Ndika, mais je suis pas sûr que c'est celui qui a la valeur marchande la plus grosse. Hein. Après, si tu arrives demain avec Manu Koné et que tu me donnes 50 millions, honnêtement, je le vends. C'est la question. Ah, moi, je suis pas 50, sûr. À 50, tu le fais partir? Moi, je suis pas sûr. Hein. Ah, vous le vendez à combien? Vous 60, 70? Bah, je sais pas. J'ai perdu son nom. C'est Mathéus Nunez, Fernandez, celui Ouais, de je crois, West. Fernandez. Oui, Nunez, c'est l'autre. C'est Fernandez. 95 millions d'euros, ils sont en train d'évoquer pour lui. Moi, Manu Koné à 50, je suis pas sûr de le vendre. Hein. C'est vrai. Surtout une équipe Peut-être. qui va jouer la Ligue des Champions, du coup. Exactement, et qui a un profil qui correspond parfaitement aussi à la première ligue. Pour le coup. Toi, Valentin, tu sacrifies qui à la Roma? Moi, je pense que alors, c'est probablement l'un des meilleurs de l'équipe, mais je pense que je sacrifie Svilar parce que je trouve qu'il y a des remplaçants à moindre coût plus faciles à trouver. Ok. Tu vois, tout à l'heure. Oui, genre, tu pourrais aller chercher un Vicario, quoi. Et tu sais quoi, moi, j'irais même chercher un Mousso qui fait la doublure de Oblak ou Mamadardashvili qui doit attendre que Alisson parte pour jouer. Et je pense qu'il y a des solutions court terme pas très chères quand on connaît un peu les problèmes économiques de la Roma. Après quand je vois Svilar, les saisons qu'il fait et le nombre de points qu'il rapporte. Ah, c'est pour ça, tu peux en tirer, je pense, une belle somme et à remplacer, je pense que c'est pas le plus cher. Voire, pourquoi pas, tu vois, un Yann Sommer qui fait une dernière piste, tu vois. Ah ouais, au moins tu remplaces à moindre coût parce que pour remplacer un Ndika, avec un joueur qui a l'expérience de la Ligue des Champions et par exemple, tu vois. Passe un coup de fil à D'Amico. On va terminer avec le Napoli. Toi, Valentin, t'avais mis un joueur à droite de la défense. Ouais. Moi, j'avais mis un milieu de terrain. Guillaume, est-ce que tu vois un poste où il faudrait se renforcer en dehors de ces deux-là? Écoute, honnêtement, j'aurais pu mettre l'un ou l'autre. Je suis curieux de voir ce que va faire le Napoli avec Lukaku aussi. C'est quelque chose qui pourrait aussi changer l'attaque. On sait que le Napoli a acheté Højlund parce qu'il était en prêt, mais si Lukaku s'en va, après je pense qu'Allegri il est assez curieux de l'entraîner, de le garder. Et si Lukaku part, tu dois aussi trouver un buteur. Alors après, à voir à quel coup, voir quel profil. Sachant qu'il y a Lorenzo Lukaku, qui revient. Donc, mais c'est vrai que là encore, tout dépendra des départs. Au milieu de terrain, c'est sûr qu'il y a encore McTominay, t'as Anguissa aussi. Hein, on parle aussi un peu de son avenir en Italie. Donc moi, je pense qu'il faut. Si pourquoi moi j'ai mis milieu de terrain, c'est parce que je pense qu'il faut un petit coup de fraîcheur au milieu de terrain du Napoli. Je pense que il y a de la quantité quand même, une bonne qualité, une bonne quantité, je trouve au milieu. Le Lobotka, Anguissa, McTominay. Même Gilmour, moi j'aime bien. Ouais, mais beaucoup blessé. C'est plus le remplaçant Lobotka. Moi, c'est plus un relayeur que j'irais chercher. Profil Manu Koné, quoi. Milieu de terrain qui te fait un boulot monstre. Moi, je trouve que Manu Koné est plus fort que Zambo Anguissa intrinsèquement. Donc, c'est plus un joueur comme ça que j'irais chercher. Qui te fait des grosses différences en Italie, qui a une accélération, qui a capacité à sortir de la pression aussi. Je trouve encore plus quand tu dois faire un peu plus le jeu sous Conte, quoi. Que sous Conte. Le problème, c'est que s'ils prennent Allegri, ils font pas plus le jeu. Mais il y a aussi un niveau gardien. Je trouve que ça pourrait bouger. Hein. Ça pourrait bouger. On parle beaucoup de départ de Milinkovic-Savic et de Meret. Ouais, de Meret. Et aujourd'hui, le papier dans le matin, c'était un trésor de 70 millions d'euros
parce que je pense qu'il y aura quand même pas mal de départs côté Napoli. Donc, Même chose, aussi. moi quand je mets le milieu de terrain, est-ce que vous gardez De Bruyne Est-ce qu'il va pas nous faire une Modric et le placer vraiment devant la défense? En tout cas, il devait être content de compter sur la partie. Oui, bah ça, on l'a effectivement, on l'avait bien compris. Mais même au-delà de ça, c'est un joueur aujourd'hui. Alors ça va moins vite en Serie A qu'en Première Ligue, ok. Mais il a plus la même dimension physique qu'il avait. Mm. Est-ce que tu fais tourner le jeu autour de lui, ta construction autour de lui? Si en plus t'as Allegri où il faut jouer beaucoup en transition. Alors le bon côté, c'est qualité de jeu long de De Bruyne pour aller chercher les attaquants qui partent dans tous les sens. Ça, c'est exceptionnel. Mais moi, je sais pas, c'est cher aussi De Bruyne en salaire aussi. Moi, je pense qu'il faut un milieu plus jeune, plus frais, dynamique, technique, qui peut aussi bien assumer une position que les transitions avec pas mal de courses. Et côté droit, toi, Valentin, c'est plutôt le côté Di Lorenzo ou un cran plus haut, du coup. Ça peut être plus Politano piston, c'est sympa, mais ça. merci. C'est ça, moi c'était surtout sur le côté piston et bah finalement c'est un peu le même problème que l'Inter parce que qui allait chercher pour moi. Il y a beaucoup de clubs italiens qui cherchent des pistons quand même. Ouais. Hein. Ouais, mais pour moi Dodo va faire le grand saut, cette saison parce que il y a à Naples, à l'Inter, voire au Milan s'il y a encore cette recherche de piston. Mais je pense qu'il y a tellement de clubs qui souhaitent un piston c'est l'option peut-être la plus simple et la plus efficace. Il connaît déjà le championnat, ça fait longtemps qu'il a la Fiorentina. Sûrement un bon de sortie qui n'est pas si cher quand on regarde notamment Palestra. Donc je pense qu'il y aura quelque chose à faire avec Dodo et je suis pas sûr que ce soit un mauvais choix sur le papier, bien que ce soit l'un des plus faciles. Bon, on attendra un peu pour l'Atalanta et la Lazio. On prendra un peu plus de temps un peu plus tard. On va se concentrer pour sur la ces défense 5 centrale, Johan, du Napoli, un nom qu'on n'a pas cité qui est important, c'est Gila quand même. Ouais, je voulais Rila aussi en parler. Rila qui, ça, c'est une bonne recrue pour moi. Hein. C'est une très bonne recrue. On en parle dans beaucoup de clubs. Il pourrait quitter la Lazio. Gattuso va regarder, mais on en parlera. Il y a là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Hein. La Lazio, il faudrait limite faire un focus spécial parce qu'entre l'arrivée de Gattuso, ce qui se passe encore avec Lotito qui va acheter la Regina. Les abonnés qui vont pas s'abonner du coup. Ouais. Les abonnés qui demandent même à se désabonner de DAZN, t'as vu le truc Ouais. On est quand même sur un club qui va très mal et Gattuso entraîneur, bon. Ouais. Voilà. Mais il a emmené quand même la sélection au mondial. Oui, enfin, chez nous en tout cas. Chez nous. À Calcio PP, oui. Dans la réalité, non. Je suis assez fasciné quand même parfois par les agents qui sont capables toujours de. Enfin, c'est fou quand ils pensent. En Italie, le marché des transferts est totalement verrouillé par. Qui arrive à rebondir comme par ça. Les agents. Si vite, si rapidement. Et parfois, il ne faut même pas chercher de logique sportive. Hein. C'est simplement des jeux d'agents et de relations. C'est un club qui est malade en tout cas. C'est un club qui est vraiment malade. C'est un club qui m'inquiète. Vraiment, pour la stature du club, pour l'importance, après une saison anonyme comme celle-là, ça méritera, tu l'as dit, un podcast en soi. Et même l'Atalanta, quand même, l'Atalanta Tsar, qui. Ouais, il y a des choses à dire aussi sur l'Atalanta. Qui commence à lâcher les assets, hein, Palestra. Ça va me revenir. Joueur en passe d'être vendu aussi. Ederson. Donc Palestra, tu l'avais pas, mais pour le coup, eux vont chercher aussi des pistons et Bernasconi à gauche et Palestra à droite. Moi, ça m'aurait bien plu, côté Atalanta. Il y a des offres qui se refusent pas. Hein. Oui. Ils ont toujours été comme ça. Hein, quand ils avaient vendu Kulusevski à la Juve, ça se refusait pas malgré le talent. Amad Diallo, c'était pareil. Voilà. 100 millions entre Ederson et Palestra quand même. Bon. Ça te permet de faire quelques recrues sympas, quoi. Ouais, exactement. Voilà pour ce podcast, donc notre première sur YouTube également. On espère qu'on verra le résultat final techniquement, si tout a bien marché en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner donc du coup sur YouTube maintenant, abonner et mettre le pouce bleu, je crois, sur YouTube de mémoire. Il faut lâcher des likes, Johan, des likes. Des likes, s'abonner, c'est like, s'abonner s'abonner à la chaîne et activer la cloche.
Ouais, Et faudra après- vraiment et- prévoir une conclusion pour les prochains parce que là, c'est. Non, c'est bien comme ça aussi. Je vais Très même le dire en décousu, italien mais- parce que moi, je mange beaucoup de chaînes YouTube. Je suis un gros consommateur de YouTube. Et en Italie, ils disent attivare la campanella. Ça veut dire activer la Exactement. cloche. Donc C'est voilà, ça. vous prenez votre petite souris, tac, la campanella sur votre téléphone. Ce votre qui permet ordinateur. d'être alerté quand il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne Calcio EPP. Exactement. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Exactement. Et pour autant, s'il y en a qui veulent aussi s'abonner et mettre les 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, ils peuvent aussi. On C'est peut vrai. même faire les trois. On peut Apple Podcast, Spotify, YouTube d'un seul coup et voilà. Et l'Italie à la 5e étoile. Si seulement. On va se retrouver d'ailleurs pour le prochain épisode. Ça sera le 16e de finale de l'Italie lors de ce mondial Made in Calcio EPP contre l'Afrique du Sud. Allez, Ouais. Normalement, Qui ça sait devrait jusqu'où passer. tout droit vers les iront. 8e. Tout droit vers les 8e, messieurs. Qui sait jusqu'où on va les emmener. Merci Guillaume, merci Valentin, merci à toutes et à tous et on se retrouve très vite sur Apple Podcasts, sur Spotify et désormais sur YouTube pour un prochain épisode du podcast Calcio EPP. Ciao ciao.